Nadège, la première question que je souhaite te poser, c'est quand dans ta vie le moment où tu t'es posé pour la première fois la question du sens de la vie? Hmm. Ah, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je sais que déjà en étant enfant, je me souviens que dans les cours de récré de l'école, pendant que les petites filles jouaient à l'élastique et que les petits garçons jouaient au football, moi j'étais dans des états de contemplation. Et je me baladais dans la cour avec ma meilleure amie et on avait l'impression de voir Dieu partout. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça répond à ta question, mais vraiment la spiritualité m'a vraiment imprégnée en étant déjà enfant très tôt. Et, euh, et donc j'ai l'impression que la question du sens de la vie a été un peu en filigrane toute ma vie et depuis étant très jeune. Après, je pense que la question s'est vraiment posée très très fort quand j'avais une vingtaine d'années, que j'avais un petit boulot, enfin un petit boulot, un très très bon boulot dans les institutions européennes et que je gagnais super bien ma vie, mais que je m'emmerdais à mort et que je ne savais pas quoi d'autre faire. Et que pendant des années, je me suis dit, mais oui, pourquoi suis-je faite? Qu'est-ce que je viens faire ici? Et la question a pris une tournure très existentielle et très pratique de par un contexte professionnel. C'est vrai qu'enfant, on se pose pas, on est dans le vécu, on n'est pas dans le mental. Donc on se pose pas la question, on est dans le flux. Et c'est vrai que moi aussi, je me rappelle enfant, j'étais en cours de récréation et je tournais autour d'un arbre en méditant en quelque sorte, en marchant. Et puis c'était vraiment aucune question, aucune réflexion, simplement le vécu. Et ça rejoint tout à fait ce que tu as vécu, être dans le flux, quoi. Mais simplement, moi, ça m'interpelle quand même ce que tu me dis par rapport à ton enfance. On a l'impression qu'il y a des... Maintenant, parce que je pense que c'est pas quand même tous les enfants qui étaient comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des enfants qui, très tôt, hein, ont cette ouverture, en fait, vers, je dirais, un ailleurs ou vers un questionnement, une connexion différente. Est-ce que ça te parle, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, ça, en fait, cette notion de différence, peut-être, par rapport à d'autres qui étaient plus dans le jeu euh, avec les autres? Oui, c'est vraiment ce que tu mentionnes là, c'est vraiment ça m'interpelle beaucoup, oui. Euh, J'aimais bien jouer aussi, mais mes jeux prenaient une autre tournure. J'avais beaucoup d'imagination et j'étais tout le temps plongée en fait dans des mondes, en fait, dans des mondes, dans des univers. Je bâtissais des univers dans ma chambre avec des décors enfin voilà, où tout de suite, en fait, on était dans le ciel. Il y avait toujours quelque chose qui avait un rapport avec le ciel dans mes jeux, quand je faisais mes jeux, moi, toute seule. Et quand j'étais avec ma meilleure amie, oui, je sais pas, il y avait vraiment voilà, ma famille était catholique. Et pour moi, la présence de Jésus, je parlais avec Jésus et la présence de Dieu, c'était quelque chose qui était très tangible. Je pouvais, J'avais la sensation de les sentir, de les voir. Je parlais avec, je me disputais avec quand j'étais pas contente, quand j'avais demandé un truc. En fait, j'avais un petit hôtel caché, secret, avec pour Marie, où j'avais écrit une prière et j'avais fait. Enfin, il y avait déjà tout Ouais, il y avait toute un. une force en fait, déjà, oui, une force spirituelle, on peut dire, qui était présente quand même. Ben oui, surtout que quand j'y repense aujourd'hui, alors qu'à l'époque ça me paraissait évident, mais faire un hôtel, c'était quand même pas quelque chose qu'on m'avait appris en fait. Et je me rends compte en fait que intuitivement, j'avais fait un hôtel, j'avais mis une fleur, j'avais écrit une petite prière et tout ça était caché dans mes armoires. Ouais,
Oui, c'est très marrant Mm. ce que tu m'évoques. Moi, ça me fait penser un petit peu aux mystiques béguines, ces femmes là du Moyen Âge, et puis un peu plus tard, qui vont effectivement avoir cette relation très proche à Jésus, effectivement une relation aussi cachée un peu, parce que c'était pas forcément des choses qu'on révélait à tout le monde comme ça. Mais c'est drôle que, étant enfant, moi, pour moi, c'est très marrant en fait de voir qu'étant enfant, tu as reproduit ce schéma de faire un hôtel, donc de construire un lieu finalement, puisque c'est un lieu de culte, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est assez impressionnant. Ça m'interpelle aussi. Pour revenir à ton parcours, tu étais donc à l'âge de 20 ans, dans un travail, disons, classique, conventionnel, mais qui, effectivement, tu ressens un ennui profond. Et ça, c'est la marque peut-être aussi de autre chose qui est possible. Et c'est là que la question du sens apparaît pour toi de façon plus évidente. Et comment ça se termine, j'allais dire, mais en fait, comment ça se poursuit cette histoire pour toi? Elle ne s'est jamais terminée, hein, l'histoire. Ça s'appelle l'histoire sans fin. Euh, Eh bien, bien qu'il y avait quelque chose, il y avait une dimension plus profonde qui a commencé, qui était déjà là, mais qui n'était pas claire à cette époque. Je me suis plutôt dirigée vers une orientation qui était plus de terrain. Je me suis dit, je m'ennuie sûrement parce que faire du travail administratif, c'est pas mon truc. Et je me suis dit que je me plairais mieux en faisant du travail de terrain, ce qui était vrai hein, de toute manière. Et donc, je me suis orientée vers j'ai refait des cours du soir pour être médiatrice interculturelle. J'habitais à Bruxelles à l'époque, donc avec vraiment une belle communauté interculturelle très brassée par des métissages voilà, de plein de cultures différentes. Et voilà, et donc j'ai passé un moment en fait à travailler pour des théâtres, des metteurs en scène. C'était une période qui était très chouette aussi. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Ben, en fait, il s'est passé qu'il y a eu un décès dans ma famille. J'ai perdu un petit frère. Et, et donc, bah, en fait, ça a été simplement un contexte qui a favorisé en quelque sorte une remise en question encore plus profonde. Et donc, j'ai quitté Bruxelles, j'ai fait un burn-out professionnel. Et en fait, ça a été ça a été un moment clé pour vraiment me dire, bon, Nadège, on va arrêter de tourner autour du pot, n'est-ce pas? C'est bien beau, tes petits trucs culturels, sociaux, machin, machin, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et puis, ben, c'est en faisant des stages de développement personnel et où je me suis dit, là, je ne laisse plus la question à l'extérieur, je ne laisse plus l'extérieur répondre à cette question. Je fais vraiment confiance voilà, en ce qui me vient intérieurement, en ce que je ressens dans mon cœur, en cette connexion divine ou à plus loin comme tu veux. Et là les réponses ont commencé vraiment à tomber et à être très, très claires. Et c'était il n'y a pas très longtemps finalement, c'était il y a quelques années, il y a 4 ans, je pense même pas, 3 ans. Et là, après, je ne me suis plus jamais posé la question. Là, c'est devenu vraiment d'une limpidité et d'une clarté sans équivoque. Ce que ça m'évoque, ce que tu me dis là, c'est la confiance en soi, quoi, en fait, d'aller effectivement vers l'intérieur. Tu parlais de ne pas chercher à la réponse à l'extérieur, de revenir vraiment à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux, moi, en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? J'ai l'impression que c'est posé pour toi comme ça, en fait, de façon très forte, quoi, hein. Oui, c'est ça. Et alors, surtout, parce que tu vois, là, tu dis, oui, qu'est-ce que je veux, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Mais en fait, le coach, en fait, qui organisait ces méditations à ce moment-là, à qui je dois beaucoup, qui s'appelle Richard Verbomen, il m'a pas posé cette question-là, parce que je lui dis, mais je suis perdue dans ma vie. Et il m'a dit, mais fais ce que tu as envie de faire, suis ta joie, fais quelque chose qui te met en joie. Et là, j'ai fait, ah, ça a été la révélation. La question a été la révélation.
Et la réponse est tombée du coup très vite, très claire. Et puis c'est vrai que ça a été clé aussi de me dire là, je ne laisse plus mon pouvoir à quelqu'un d'extérieur de répondre à ma place. Ouais, effectivement. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup en fait de personnes comme ça qui ont une forte vie spirituelle, je dirais, de base, qui ont besoin, qui ne se retrouvent dans aucune structure. Aucune structure, je dirais, aucune hiérarchie, voilà, qui ont besoin en fait de leur, j'allais dire, leur propre activité, leur propre espace. Toi, est-ce que tu te ressens dans ce courant en fait, effectivement? euh, Oui, complètement. Avec les joies et les désagréments que ça peut entraîner. La joie parce que ben, une fois en fait que les réponses sont tombées et que ça devient très clair, c'est beau. Il y a un élan en fait, il y a une joie, il y a une créativité qui arrive et qui sont sans fin. Moi, je me sens là depuis 3 ans portée par un courant de créativité qui sont sans fin. Je ne donne jamais une même activité. Je les réinvente à chaque fois, je les réactualise. Elles viennent se nourrir de tout ce que je suis sur le moment. Et je sens que là, je suis vraiment dans un cycle d'inspiration qui est infini et qui est nourri à chaque instant. Et en même temps, ben, ça demande de pouvoir se porter tout le temps soi-même, en fait. Et voilà, c'est pas toujours évident. Il y a des moments comme maintenant où voilà, il y a une crise économique qui est quand même là. Moi, je sens que mon activité aussi, ben, il y a moins de répondants que d'habitude. Et Bien sûr. ça demande, c'est des épreuves de foi aussi. Hein, ça demande de garder la foi. Et en même temps, quand je sonde à l'intérieur de moi, je sais qu'il n'y a rien d'autre au monde que j'ai envie de faire ou que je me sens faire là aujourd'hui. Et donc voilà. Oui, il y a une exigence personnelle quand on est avec soi-même, je dirais, de toute façon, quand on est auto-entrepreneur, hein, quand en fait, on fait sa propre activité, de toute façon, on est responsable de tout à 100%, C'est ce qui ça. implique un certain nombre de stress qu'on n'a pas forcément quand quelqu'un d'autre prend une décision à notre place, ça c'est sûr. Euh, je Ouais. l'en- C'est ça. Il y a aussi ce truc de, en fait, il y a personne d'autre à blâmer. Il n'y a pas de patron à qui on peut se disputer, il n'y a personne. Exactement. C'était très intéressant ce que tu me disais par rapport à ton expérience de médiatrice interculturelle. Quel regard toi tu portes aujourd'hui sur le pont entre les différentes cultures, que ce soit en Europe, que ce soit au niveau mondial? Est-ce que toi tu as une vision par rapport à ça que tu voudrais transmettre? La vision que j'ai par rapport, mais j'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire. Pour moi, le mot culture, c'est presque un prétexte. Alors évidemment, il y a des personnes qui se rassemblent autour d'aspects communs, de choses qui les nourrissent et qui leur permettent de se sentir transcendés ou inspirés, et qui se bâtit en général autour d'une même zone géographique ou d'un même type de spiritualité. Mais quelque part, si on creuse un peu cette question, on a tous une culture différente. Et voilà, avec des ponts communs en fonction d'une certaine histoire et d'une certaine zone géographique. Euh, et je dis que je n'ai rien à dire parce que, en fait, aussi, si j'ai choisi la voie du corps, c'est parce que ma manière en fait de parler des choses, elle va être plus par la voix du corps que par la voix des mots. Et justement, la culture, pour moi, c'est quelque chose qui se goûte vraiment avec mon corps. Quand je vais voir une pièce de théâtre ou quand j'écoute un morceau de musique, je les appréhende par mon corps, par mon cœur. Et je vais d'ailleurs avoir peu de mots à mettre là-dessus. Et je crois aussi que du coup, ça permet aussi une certaine humilité, c'est-à-dire de ne pas appréhender les choses de manière mentale et qui va émettre un jugement. Euh, Moi, je trouve que chaque culture, quelle qu'elle soit, c'est tellement riche.
Et c'est tellement riche, c'est tellement beau, c'est tellement bon, ça a tellement à nous apporter et à nous approcher, de nous rapprocher une culture par rapport à l'autre, si on peut l'appréhender avec cette humilité du cœur. Et c'est dommage en fait de s'en servir comme prétexte pour qu'on se divise. Et ça Totalement. m'attriste Ouais. énormément. Mm. Je ressens ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a à la fois ce côté d'avoir des cultures qui sont différentes, qui expriment en même temps quelque chose d'universel. Et c'est vrai que c'est ça qui pour moi qui est super important et qu'on voit de plus en plus, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même derrière toutes ces cultures différentes, comme tu disais, des zones géographiques différentes, des histoires différentes, il y a une culture universelle humaine qui est en train de se construire petit à petit, qui se rassemble, qui rassemble le monde. Certains voient ça comme quelque chose de destructeur peut-être, effectivement, qui tendance à faire oublier différentes traditions. D'autres vont avoir cette vision que je partage, de dire oui, il y a peut-être une refonte un petit peu des cultures, on est en perpétuel changement, on est dans un monde de destruction, de création, et il y a quelque chose qui est en train de se créer, effectivement, de plus universel, où on dépasse un petit peu justement le mental et on revient à quelque chose de très corporel. La musique aussi de très instinctif en fait, hein. De très Ouais. archaïque, j'allais dire, dans le bon sens Ouais. du terme. Ouais. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis, Rémi. J'aime bien cette notion de culture universelle humaine parce que si je dois, par exemple, aujourd'hui définir ma culture, eh bien, elle se situerait plutôt là-dedans. Grâce à Internet, aujourd'hui, on a tellement l'occasion de voyager au gré de ces différentes cultures et de se laisser imprégner par différentes traditions. Et ben, ce que je propose, moi, par exemple, dans mes activités, que ce soit, ben, par exemple, la danse ou les musiques que je vais passer, ou même quand je chante aussi avec mon tambour, on est vraiment en dehors d'un cadre. Ce sont des fusions d'inspiration qui viennent de partout. Ouais. Et voilà, même si je parle de ma spiritualité, mais bah, il y a le soufisme, il y a Isis, il y a Jésus, enfin, et tout ça, en fait, ça n'a plus ni queue ni tête s'il faut y mettre un terme, un mot pour le définir. Et Oui, donc, oui, ouais, ouais. moi, j'aime bien ce que tu dis là. C'est vraiment à ça aujourd'hui que je me sens proche. Et bien sûr que ça fait peur parce que même si on parle juste au niveau individuel, fusionner, ça fait peur. Perdre ses repères identitaires, ça fait peur. Perdre ce qui permet en fait de se distinguer des autres, bien sûr que ça fait peur. Et en même temps, c'est un chemin qui est tellement intéressant. Oui, puis en plus, moi, c'est vrai que j'ai le sentiment que quand on dépasse cette peur, justement, eh ben, on se sent englobé, davantage relié hein, au niveau planétaire. Je dirais même au niveau, au-delà des êtres humains, on se sent relié aussi au niveau du vivant, tout simplement. Tout en étant, bien sûr, dans la vie, donc aussi, bien sûr, se préserver de ce qui peut être bien, ce qui peut être moins bien. Mais je pense qu'on se sent vraiment, moi je me sens aujourd'hui vraiment à la fois français, à la fois humain, terrestre, à la fois aussi bien d'autres choses. Donc il n'y a pas pour moi de séparation entre tous ces niveaux. Il y a vraiment une cohésion qui se crée quand on dépasse cette peur en fait. Et ça s'est fait naturellement, je dirais que c'est même pas une question de mental, hein, de se dire je suis cela ou je suis ceci. C'est une évidence en fait qui se présente à nous. Et tu évoques là tes activités. Est-ce que tu pourrais nous conter un petit peu comment tu es arrivé justement à ton activité présente et présenter un petit peu ton activité du coup en même temps? Ouais, cool. Merci. Alors, mes activités, le fil conducteur de mes activités, c'est la danse. J'ai commencé à danser dans ma vie de jeune adulte quand j'ai découvert la danse orientale, un de mes premiers amours. La danse orientale, je suis tombée mais amoureuse de cette danse. C'était un truc de fou, quoi. Et puis surtout, j'étais pas tellement à l'aise avec mon corps et j'étais pas tellement à l'aise avec la féminité, ce que ça voulait dire la féminité, les posters de Jennifer Lopez dans les magazines et, comme référence de la féminité. C'était quoi tout ce truc? Et vraiment, en fait, la danse orientale, ça m'a réconciliée avec la féminité. Et quand j'ai commencé à faire
de la danse orientale à pratiquer cet art, ça n'a plus jamais été une question, ça n'a plus jamais été un problème. Enfin, je ne dis pas que... je veux dire, la question de la féminité et de moi me sentir femme. Et donc voilà, j'ai commencé à suivre des cours de manière très intensive et ma prof m'a vite aussi demandé de faire des remplacements pour elle. Et voilà, et des personnes qui me voyaient donner cours me disaient waouh, Nadège, t'es faite pour ça. Et puis je commençais à avoir des demandes de personnes qui me demandaient en fait de leur donner des cours. Donc j'ai commencé comme ça à donner des cours. Et puis à un moment donné, dans la danse orientale, comme dans le reste de ma vie, il y avait comme quelque chose qui il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'avait pas de sens. Mince alors. Ben voilà, récurrent dans ma vie, quoi. Et donc, j'ai arrêté la danse orientale pendant plusieurs années. Et, et puis à un moment donné, c'était un appel du corps. Il y avait mon corps qui me disait, on m'a diagnostiqué en fait une maladie qui s'appelle l'endométriose, que les femmes connaissent bien, un problème d'inflammation à l'utérus. Et quand je méditais et que je demandais à mon utérus, mais qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, danse. J'ai fait, ah. Et donc voilà, donc j'ai repris la danse, j'ai recommencé à donner des cours, j'ai compris de quoi j'avais besoin de profondeur simplement dans la danse. Et voilà, ça a repris donc avec des cours de danse, mais où on ressent les choses à l'intérieur. Je donnais d'ailleurs cours à des endroits où en fait il n'y a pas de miroir pour que les femmes puissent vraiment se connecter avec leur intériorité. Et voilà, ça a été ma trame. Et puis, au fur et à mesure de mes propres explorations, les cours de danse ont pris des thématiques qui étaient plus, comment dire, la question de la féminité est devenue plus présente, est devenue plus essentielle, et la danse est devenue juste un support par rapport à cette question-là, plutôt que l'inverse, plutôt que la danse est mise au centre et la féminité est une question qui est plus extérieure. Donc aujourd'hui, mes activités, elles sont vraiment centrées sur cette question de se sentir femme, se sentir dans sa puissance féminine. La question de la sexualité est beaucoup abordée aussi aujourd'hui dans mes activités parce que c'est une part qui est intégrante à cette question de se sentir puissante et de se sentir féminine. Et c'est une part qui est, à mon goût, un peu trop tabou, un peu trop bridée dans le quotidien des femmes, alors qu'il y a là un potentiel de puissance énorme et d'énergie énorme. Et je trouve que nous, les femmes, on est beaucoup trop en manque, en vide d'énergie. Enfin, et probablement les hommes aussi, hein, j'en sais rien, mais je parle de ma question, de mon contexte incarné. Et donc voilà, donc entre autres, il y a de la danse bien sûr dans toutes mes activités, il y a de la méditation, il y a ce que j'appelle la médecine érotique, qui est cette capacité d'utiliser l'érotisme, la sensualité de manière très consciente et pour se guérir, pour se transformer, pour s'épanouir. Et voilà un peu la trame de mes activités Ah oui, c'est d'aujourd'hui. déjà, je pense, un grand chemin, un beau accompagnement, je pense, et beaucoup de belles expériences en groupe. Puisque tes accompagnements se passent en groupe davantage ou plutôt en individuel? Les deux. Donc les deux, donc un individuel à la demande, et donc ça peut être des séances qui sont très ponctuelles, mais ça peut être aussi tout un programme d'accompagnement qu'on définit ensemble avec une femme qui est vraiment prête à s'investir et à s'engager vis-à-vis d'elle-même parce qu'elle a vraiment envie de changer quelque chose de manière profonde et de manière durable. Et puis, parfois, il y a juste un petit blocage, juste un petit truc à dénouer. Alors, on prend une séance ou deux en individuel.
Mais alors, j'adore aussi la dimension collective qui est tellement aussi porteuse, être portée vraiment par un groupe. Et donc voilà, pour l'instant, j'ai proposé pas mal de choses en ligne ces derniers temps. J'ai une retraite qui se fait au mois d'août en Belgique, à la campagne, le 7, 8, 9 août, et où on va vraiment profondément dans chacune de ces thématiques, la question de l'érotisme, la question de la puissance de la femme. J'aime bien aussi m'appuyer sur les rituels. Euh, les rituels des anciennes prêtresses, et je pense beaucoup à Isis parce que la femme qui m'a initiée, voilà, Isis était très présente. Mais bon, voilà, ce sont des choses très simples, hein. Il ne faut pas croire qu'on commence à... Je ne sais pas, j'ai même pas vraiment d'idée en tête, mais pour moi, allumer une bougie et méditer devant une bougie, c'est déjà un rituel. Donc, quand je parle de rituel, ça peut être des choses aussi qui sont très Oui, oui, simples, tout à fait. mais qui sont très porteuses de sens et de conscience et de sacré, en fait. Oui, parce qu'au fond, moi je pense que quotidiennement, on a tous nos rituels, même, je dirais, profanes. Euh, Bien mais sûr. ce qui va modifier peut-être le sacré du profane, c'est l'intention qu'on va y mettre, Oui, tout simplement. à fait. L'intention, la conscience qu'on y met, absolument. Le sens. Tu évoquais le rapport au corps. Je pense que c'est une question vraiment très importante parce que je me suis rendu compte récemment que finalement, au cours de notre enfance, notre adolescence, peut-être qu'il y a une éducation familiale sur le rapport au corps. Souvent, on remarque que c'est un sujet qui n'est pas très évoqué finalement. C'est très souvent un sujet un peu tabou et c'est très lié à la sexualité aussi, le rapport au corps finalement. Et puis, il y a cette adolescence où on évoque assez peu, hein, en termes concrets, on évoque très peu, en tout cas, je parle pour la France, hein, le rapport au corps finalement. Qu'est-ce que c'est qu'un corps humain? On l'évoque de façon, je dirais, très scientifique, mais très peu de manière, je dirais, philosophique ou très peu de manière aussi concrète, de rapport au corps au niveau simplement posé déjà, d'avoir un corps physique, de le connaître aussi, de s'en servir. Euh, Ça, ce sont des questions qui ne sont pas évoquées à l'adolescence en termes simplement de questionnement, je dirais, existentiel. Et moi, je remarque que ça a quand même un impact sur beaucoup qui finalement ont un corps physique, mais ne s'en servent, n'ont pas cette dimension érotique, sacrée tu pouvais évoquer à travers tes activités. Oui, effectivement. C'est pour ça que je sens vraiment l'utilité c'est un peu comme si notre corps, il était... Alors, il y a une dimension, surtout chez les femmes, de le corps est sale, le corps, c'est un truc impur, le corps, c'est un truc qui n'est pas pur, qui n'est pas... c'est comme si il y avait la spiritualité et il y avait le corps, et que c'était deux choses différentes, et que le corps, ben voilà, prendre soin de son corps, c'est une question d'hygiène, une question d'esthétique peut-être, et puis il y a la spiritualité. Alors moi, ce que je me rends compte, en tout cas, ben, pour moi, mais aussi voilà, dans ce que je vois et dans ce qui m'inspire, quand on part de son corps, quand je pars de mon corps pour accéder à ma spiritualité, mais j'ai une capacité en fait à m'élever et à me transcender qui est beaucoup plus forte et qui intègre en fait des choses plutôt que de les dissocier. Et là, moi, je me sens du coup encore plus euh, ça me donne vraiment cette sensation de retomber amoureuse de moi, de retomber amoureuse de mon corps. Il y a vraiment un élan d'amour qui devient très fort pour moi, pour mon corps, et, euh, et qui, il y a, oui, cette sensation d'inclure les choses plutôt que de les exclure. Et, euh, et pour moi, mon corps, c'est un vrai accès. C'est l'accès le plus rapide, le plus rapide, le plus puissant que je connaisse pour justement m'élever, revenir à mon cœur, me sentir dans une vastitude, me sentir dans une unité, dans une réunification. Euh, oui, quand je suis, quand ça part de mon corps, ça va, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus puissant, c'est plus profond. Donc voilà, pourquoi s'en priver? Et puis c'est bon, quoi, simplement. C'est Exactement. bon de se toucher, de se caresser, de bouger, de se masser, de se dire je t'aime, c'est bon. Ça fait du bien et ça permet des guérisons aussi.
parce qu'on n'a pas nécessairement vécu des choses chouettes en tant que femme avec son corps. Donc il y a vraiment aussi quelque chose qui vient réparer profondément et qui vient réparer pour nous, mais qui vient réparer aussi pour nos lignées. Donc pour moi, c'est hyper important, c'est hyper puissant et c'est même dommage qu'on nous éduque pas à partir de là. Il y a presque un truc en fait qu'il faut déconstruire afin de pouvoir reconstruire dans ce rapport au corps. Totalement. On désapprend Mm. et après on réapprend. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir vécu des moments dans ma vie où j'avais changé physiquement. Et le rapport à l'autre était différent aussi, dans le sens où l'autre me regardait différemment aussi. Donc quand on a des changements physiques, c'est là qu'on se rend compte aussi de l'image et aussi du rapport qu'on a à soi-même. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se dit soit, effectivement, je t'aime, je suis capable de te regarder aussi différemment, mais il y a un temps de réadaptation identitaire, hein. On sait que quand une personne change physiquement énormément, il faut se réadapter et se faire cette nouvelle identité aussi qui est notre image. Et ça, moi, je l'ai vécu aussi de façon très forte, de me dire, mais en fait, je m'aime même si j'ai changé. Peut-être que par les événements, j'ai changé et les autres, ça leur envoie davantage de peur par rapport à une certaine situation physique. Mais moi, pour autant, je me sens bien, en fait, je me sens aussi heureux quoi, dans ce corps. Et c'est vraiment ça le message. J'ai l'impression que j'ai envie de cette sensation de se sentir bien, quelle que soit l'image que l'on renvoie aux autres, hein. Les autres sont avec les autres et nous-mêmes avec nous-mêmes. C'est un petit peu ça l'idée que je reçois. Hmm. Alors oui, effectivement, la pression et la peur du jugement des autres, finalement, ça a un poids énorme sur la relation qu'on peut avoir avec soi-même et avec son corps. Et moi, je ne crois pas vraiment à cette question de pouvoir totalement se dégager du jugement des autres. Moi, je n'y crois pas. Je crois que ça reste quand même une influence. Mais après, c'est juste une question d'équilibre et de juste milieu et juste de ressentir, OK, qu'est-ce que moi je ressens vis-à-vis de moi-même si je ne me préoccupe pas de l'extérieur? Et puis, ben, comment est-ce que c'est quand je me préoccupe de l'intérieur? Comment est-ce que ça vient influencer? Et de juste l'observer sans nécessairement vouloir changer les choses, mais de pouvoir se poser là-dedans avec tout ça et avec beaucoup comment dire, j'allais dire passivité, mais c'est pas ça. C'est juste de pouvoir parfois aussi observer les choses sans les changer et être observateur de ça et de se dire ok, c'est ok aussi que le jugement des autres ça me dérange. Ben oui, ben forcément on n'est pas encore tout, enfin on est divin en soi, mais bon voilà, il y a une part d'humanité, c'est ok aussi quoi. Ça me fait penser vraiment à cette question d'ego et de mental qui est fort diabolisée, je trouve, aujourd'hui dans notre monde spirituel. Mais c'est OK, c'est une part de nous et voilà, ils ont une fonction aussi. Et voilà, on Oui, je peut pense qu'il ne faut pas juste avoir prendre en compte tout peur ça. d'être humain, hein, simplement. Voilà. Hmm. Euh, Intégrer notre ego dans notre quête spirituelle. oui, puis c'est vrai que moi personnellement, la question de l'ego, je ne l'ai pas rencontrée de cette façon. Enfin, je ne l'ai pas rencontrée dans mon cheminement comme quelque chose qui était un blocage possible, quelque chose qui pouvait me limiter. Euh, Peut-être parce que j'avais déjà cette sensibilité qui fait que j'étais pas dans l'optique de me dire mon ego va me bloquer sur des sujets. Bien que je me suis rendu compte quand même, hein, au fur et à mesure quand même, que parfois on est emporté dans des vagues émotionnelles, dans des vagues mentales, qui fait qu'on peut à ce moment-là être un petit peu chahuté, quoi. Mais de façon générale, je pense que oui, aujourd'hui, l'ego, il faut simplement pas le considérer comme extérieur à nous, hein, mais le regarder, je dirais, avec beaucoup de compassion. J'aime bien cette idée de se prendre par la main aussi, voilà, de simplement se prendre par la main. S'il y a une situation qui n'est pas OK, s'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer, ben, on se prend par la main et on avance avec tout le monde aussi. Je pense que Mhm. c'est vraiment cet état d'esprit-là que j'ai adopté, qui m'a plutôt réussi. Oui, absolument. C'est tellement important de pouvoir juste se dire que mon ego, c'est une part de moi qui raconte des choses et c'est pas que tout ce qu'il raconte est inintéressant. Il donne des indicateurs qui sont importants à prendre en compte. Et par exemple, quand il y a une peur qui émerge euh, dans une décision à prendre et de se dire ah oui, mais c'est mon ego.
Bah oui, mais c'est mon ego, mais c'est important quand même de pouvoir entendre cette peur et de pouvoir se dire, OK, peut-être que je ne vais pas juste décider en fonction de cette peur, mais je peux dire, OK, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Mais j'écoute cette peur quand même parce qu'elle a quelque chose à raconter et peut-être qu'elle va me permettre de mettre des garde-fous, euh, voilà, ou simplement de pouvoir qu'elle puisse être exprimée pour pouvoir avancer en se sentant en sécurité aussi. Donc, voilà, je considère aussi que c'est pas quelque chose qui est à bannir et je te rejoins vraiment là-dessus. Quel Prenons cons- la main à notre ego et avançons ensemble. Oui, puis c'est vrai que c'est aussi se prendre trop au sérieux. Je pense que si on se prend vraiment trop au sérieux dans se disant on a un chemin spirituel, du coup on va se prendre très au sérieux. Je pense que c'est pas, pour moi c'est plutôt la légèreté en fait, la spiritualité. Donc quand on évoque le mot spiritualité, on a l'impression que c'est quelque chose vraiment d'extérieur à nous, quelque chose un petit peu lointain. Alors que c'est quelque chose finalement qui est partie de la vie, hein, quelque part. Et ça, je pense que c'est aussi, alors là pour le coup c'est culturel aussi, hein. Je pense qu'on a une culture aussi où on sépare les choses. Alors, on sépare, il y a la vie au travail, la vie de famille, la vie à la maison, il y a la vie spirituelle. Tandis qu'il y a d'autres cultures où on se rend compte que tout est imbriqué, hein, on est plutôt dans une logique d'imbrication. Et du coup, bah, tout s'harmonise parce que voilà, il n'y a pas de séparation. On peut aussi bien être spirituel au travail que familial, je dirais, à la maison, etc. Oui, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Après, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire être spirituel. C'est vrai qu'à la fin, moi, je sais plus trop. Bah, simplement être soi-même, quoi, et puis s'autoriser à faire des erreurs, s'autoriser à se tromper, s'autoriser à ne pas être parfait, cette idée de perfection aujourd'hui, de productivité, quoi. Euh, S'autoriser à être angoissé, s'autoriser à ne pas savoir où on va. Je pense que c'est beaucoup d'autorisation et de barrières qui s'enlèvent, quoi, en fait, par rapport à l'être humain, quoi. Et puis s'autoriser aussi à explorer des choses que on n'aurait pas explorées, qu'on n'explorerait pas, à moins d'être guidé. Je pense, j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui ont commencé vraiment à faire comme on fait aujourd'hui des vidéos, à reprendre des formations, à aller explorer en fait des choses que, de par leur éducation, qui se limitaient un petit peu. C'est pour les autres, c'est bien pour les autres, pas pour moi. C'est surtout des autorisations, je pense, hein, aujourd'hui. Oui. Et puis aussi, s'autoriser à ne pas s'autoriser. Oui, Parfois aussi, juste se foutre la paix. Ah oui, ok, là, je le sens pas, là, j'ai pas envie, là, j'ai la flemme. oui, oui, totalement. Euh, Quel conseil tu donnerais toi aujourd'hui aux femmes qui sont voilà, qui ont entre 15 et 20 ans, qui sont en construction finalement? Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour leur cheminement euh, actuel? Je te remercie pour la question. C'est un public que je connais pas très bien, je dois l'avouer. J'ai plutôt, voilà, les femmes qui viennent me voir, elles ont c'est plutôt entre 30 et 50 ans, je dirais. Oui. Pour un public aussi jeune, c'est une bonne question. Alors moi, vraiment, le premier truc qui me vient, c'est vraiment la question des cycles, du cycle féminin. Euh, à ce moment-là, on commence à avoir des cycles, on commence à avoir des lunes, des menstruations, et on connaît ça très très mal. Et ce qui est vraiment dommage parce que à ce moment-là, quand on commence à avoir des règles, et moi je me souviens bien, ben, à mon époque, c'est quelque chose qui est très tabou, c'est quelque chose qui est mal vécu, c'est quelque chose qui est gênant, on se sent honteuse. Et ça vaudrait la peine en fait de comprendre de quoi il s'agit. Un cycle de femme, c'est pas juste le moment où on a ses règles, il y a tout un cycle. Et ça vaudrait la peine simplement de prendre le temps de comprendre ce que ça veut dire, de comprendre ce que c'est, d'accorder un peu plus d'importance à ça et de ne pas juste mettre ça dans les oubliettes, dans le fond d'un tiroir, quelque chose qu'on ne veut pas regarder. Parce qu'il y a aussi la question qui vient par exemple, de la pilule. Ben moi, aujourd'hui, je vais bientôt avoir 40 ans le mois prochain. Et je vois les effets désastreux, les conséquences désastreuses de prendre la pilule aussitôt.
J'ai commencé à prendre la pilule, j'avais 16 ans. Et je savais pas ce qu'on me donnait. On m'a donné une pilule voilà, contraceptive, et puis tu es parti pour 20 ans de pilule ou plus. Et tu sais pas en fait ce que c'est, ce qu'on te donne vraiment, et les conséquences que ça peut avoir sur ton corps. Et donc voilà, ce sont vraiment des questions qui sont primordiales. Et pour moi, se réapproprier son corps à cet âge-là, ça commence par cette question fondamentale. Voilà. Ah ouais, non, mais je pense que tu évoques la notion de cycle. Moi, je pense que c'est super important parce que, en fait, toute la vie, on a des cycles, on a l'impression que c'est linéaire. On a une conception linéaire en Occident où les choses se passent, voilà, on avance, on a une vie où il faut que ça se construise comme ça. On va travailler, on va acheter la maison, on va avoir la famille, les enfants, blablabla. Et en fait, quand on vraiment s'intéresse au sujet et qu'on se rend compte de la vie en fait, de chacun, hein, on se rend compte qu'il y a vraiment des cycles et on est traversé par des questionnements différents, à des âges différents. Mais c'est personnel à chacun. Il n'y a pas de, je dirais pas qu'il y a de généralité, hein, mais c'est là que on va être aussi capable de s'écouter, hein, se faire confiance. Et très souvent, on a tendance à donner son pouvoir, comme tu disais, à l'extérieur de nous. Et tout le but, je pense, du chemin en fait de guérison, de spiritualité, etc., c'est de reprendre son pouvoir personnel, de se rendre compte qu'on est capable de savoir pour soi-même ce qui est juste et c'est vraiment ça, moi, vers lequel je suis inspiré aujourd'hui, à porter les gens, à se faire confiance, même si ça n'empêche pas de prendre conseil hein, à l'extérieur de nous. Mais C'est c'est ça. vraiment cette notion. Oui, c'est tout à fait ça, Rémi. C'est vraiment c'est pas contradictoire de se faire confiance et de demander de l'aide ou de demander un éclairage à quelqu'un, quel que soit le type d'éclairage, que ce soit un coach, que ce soit un médium, que ce soit un thérapeute, un psychologue. Les deux, en fait, sont complémentaires et sont tout à fait compatibles. Et, euh, et et justement, d'avoir aussi l'éclairage d'une personne extérieure, ça peut aider si c'est une personne qui peut vraiment guider vers l'autonomie. Ça peut vraiment aider en fait à reprendre confiance en soi parce que quand on a moi, ce que je trouve être un bon thérapeute, en tout cas, moi, ce qui est important pour moi, c'est pas un thérapeute qui va te dire euh, quoi faire, mais c'est un thérapeute qui va te poser les bonnes questions justement pour t'amener en fait à trouver les réponses à l'intérieur de toi-même et te soutenir en fait dans ces réponses et voilà. Donc ouais, je Euh, tu, valide. tu évoquais tout à l'heure Jésus, puis d'autres figures là, qui te parlent au travers de l'histoire, au travers de l'histoire religieuse. Et toi, c'est vrai que chez toi, il n'y a pas de séparation. Tu ne les as pas mis dans une case religieuse, c'est dans un religieux. C'est très étonnant. C'est vrai qu'on a tendance parfois là aussi à séparer. Moi, c'est vrai que j'ai eu un cheminement aussi pour justement me rendre compte que tout ça, bah, il y a des liens, c'est un puzzle. On est en fait dans une même énergie. Toi, dans ta vie personnelle, je dirais intime pour le coup, si tu souhaites nous en parler, qu'est-ce que finalement aujourd'hui ton cheminement par rapport à cette notion de figure spirituelle dans le monde, qu'est-ce qui s'inspire à travers ça, comment tu le vis? Hmm. J'ai l'impression que tu m'as posé 10 questions en une. Alors, je vais juste répondre comme ça vient. Euh, Moi, je ne me préoccupe pas de savoir de quelle tradition sont les figures qui m'inspirent. Je tombe par hasard sur une figure ou une personne qui m'initie me parle d'une figure et simplement, je ressens la résonance, la vibration. Et pour moi, il n'y a que ça qui compte. Il y a comment ça vibre à l'intérieur de moi et comment ça me porte et comment ça m'élève. Donc, par exemple, aujourd'hui dans ma vie, si tu vois mon salon, à côté de moi, il y a un tambour chamanique que j'utilise tous les jours pour mes pratiques d'auto-guérison, pour ce que je vis avec mon propre utérus. Autour de mon cou, il y a un médaillon avec un dragon doré. Je ne sais pas de quelle tradition c'est d'ailleurs, aucune idée. Euh, Ce dragon, en fait, qui m'ancre beaucoup. Alors, sur l'autel de ma cheminée, il y a une statuette d'Isis avec Kali qui est à côté. Euh, et il y a une rose de Marie-Madeleine qui est très présente dans ma vie pour le moment parce que je suis une formation de guérison du féminin avec les enseignements de Marie-Madeleine.
auprès d'une Française qui s'appelle Elodie Mas et qui m'initie justement à la question de la médecine sensuelle et de la médecine orgasmique. Donc voilà, tout ça se croise et pour moi, il y a mais vraiment aucun mental. Ça me porte simplement. Voilà, quand j'ai besoin en fait de me brancher à une certaine vibration, ben je me branche et voilà, je me pose Ouais. vraiment aucune Tu question. évoques le point important, qu'on n'a pas encore parlé, finalement, c'est la question de la vibration, de l'énergie. C'est le concept Mm. d'énergie, de vibration. Quand on commence, je pense, à aborder cette question d'énergie, là, on découvre un monde, en fait, un monde différent. Hein. Je pense qu'on voit tous le monde différemment. Toi, je crois que c'était évident pour toi dès la naissance, à peu près, enfin, en tout cas, dès toute petite, mais quand on prend conscience que l'énergie, c'est pareil pour tout le monde, elle traverse les cultures, elle traverse les histoires, elle traverse les mythologies. Moi, ce que je voulais te savoir aussi, c'est par rapport à tes projets. Aujourd'hui, quels sont tes projets, si tu en as, hein, pas obligé d'en avoir, quels sont tes projets pour le futur actuellement par rapport à bah, tout ce que tu es, par rapport à tes activités? Oui, alors j'en ai deux, trois. Le premier projet que j'ai, c'est d'amener la dimension de la danse vraiment au niveau de mes outils à un autre niveau. Je sens là qu'il y a un potentiel qui est en train de s'ouvrir. Et il y a quelque chose qui revient souvent quand je médite ou quand c'est vraiment en fait ce que j'ai comme outil pour l'accompagnement dans la sexualité sacrée et ce que j'ai comme outil de danse fusionne. Et le mot qui vient souvent, c'est la danse orgasmique. Donc, j'ai envie de pouvoir amener les femmes à s'ouvrir à leur dimension orgasmique à travers la danse, à travers le mouvement. Et voilà, je sens qu'il y a quelque chose là qui est en train de s'approfondir pour pouvoir leur proposer un accompagnement par rapport à ça. C'est présent dans mon corps, mais je ne sais pas encore comment le transmettre. Voilà. D'accord, ouais, ouais. Ça, c'est Ça une me parle première chose. énormément ce que tu dis là par rapport à ton projet. Parce que pour moi, la Mm. notion de, en fait, d'énergie sexuelle, ce qu'on appelle l'énergie sexuelle, de chaque type, Oui. est très liée aussi au mouvement et à la transe. Et c'est vrai qu'on a fait quelque chose un petit peu sale, comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est un petit peu sale. Et en fait, vraiment, quand on se laisse découvrir, quand on a les outils pour découvrir aussi, quand on se laisse porter aussi dans cette énergie et qu'on chemine dedans, on découvre quelque chose d'extrêmement beau en fait, qui nous ramène vraiment à une dimension du corps que l'on a un petit peu, je dirais pas qu'on l'a perdu de vue, mais en tout cas qui n'est pas forcément aujourd'hui, qui n'est pas forcément conscientisé, qui n'est pas forcément notre réalité. Euh, Mm. et moi, c'est vraiment cette notion-là de aussi, quand on évoque le mot sexualité, il y a la notion de plaisir évidemment, mais il y a aussi la notion de ce rapport aussi au divin. Et c'est là qu'il y a un pont entre les deux, peut-être qui est pas encore énormément d'actualité pour beaucoup de monde, mais qui peut à l'avenir avoir d'immenses potentiels, quoi. Hein. Absolument. Ouais, merci d'en parler. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. C'est l'énergie qui fait qu'on tient debout. Et elle est très taboue, elle est très diabolisée, alors qu'on est né grâce à cette énergie de vie. Et que les bébés, ils sont très vivants parce que cette énergie de vie, cette énergie sexuelle, elle circule de manière pleine et entière, sans qu'il n'y ait de blocage, sans que ce soit réduit, sans que... Et puis on grandit en fait et cette énergie sexuelle, elle s'amenuise, elle diminue, il y a des blocages qui viennent se mettre et qui font que ça circule plus très bien. Puis on arrive en étant adulte, en ayant du mal en fait à tenir debout. Et se réapproprier cette énergie sexuelle pour ce qu'elle est, une énergie de vie, qui nous permet de nous déployer, d'être vraiment nous-mêmes et de pouvoir nous déployer dans tous nos domaines de vie. C'est vraiment ce à quoi j'aspire pour nous tous. Et j'ai vraiment à cœur d'œuvrer dans ce sens et d'amener cette dimension-là dans toutes mes activités. Hmm. Un grand merci Nadège pour cet échange, pour ce que tu es. Il y a une dernière question quand même que je voulais te poser. Est-ce que tu souhaites évoquer quelque chose que nous n'a pas abordé ensemble, qui te tient à cœur? Ah.
Oui, j'ai envie simplement de nous inviter tous et toutes à mettre plus de plaisir dans notre vie, sans se poser de questions, sans se juger, de se lever le matin en se disant qu'est-ce qui va me faire plaisir aujourd'hui, de se laisser guider par le plaisir. Euh, c'est aussi quelque chose qui est fort condamné, alors que pourquoi, pourquoi ne pas incarner le paradis sur cette terre? Pourquoi ne pas en faire un Éden et ramener plus de plaisir dans cette vie pour qu'on puisse vraiment être joyeux, heureux, léger, plein d'amour et se laisser guider par son plaisir. Et puis aussi, j'ai envie qu'on puisse créer plus de ponts entre hommes et femmes et ne plus se considérer comme des ennemis. Et allons-y gaiement, quoi. Allons-y gaiement avec du plaisir, de l'humilité, de la joie, du rire. Voilà, arrêtons de nous prendre la tête. Eh bien, Prenons-nous l'énergie sexuelle. ça sera le mot de la fin. Grand merci, Nadège. Ouais. Merci à toi pour tes questions. C'était chouette. C'était vraiment gai. Merci.